Je m'appelle Emily Hart. J'ai 32 ans et je vis à Green Bay, dans le Wisconsin. Au cours des 10 dernières années, j'ai travaillé 80 heures par semaine dans l'atelier de métallurgie de ma famille, sans salaire, sans assurance, juste avec la promesse qu'un jour j'hériterais de l'héritage que mon grand-père a construit à main nue. Chaque brûlure, chaque cicatrice, chaque nuit blanche devant les machines à commande numérique en valait la peine, car j'étais persuadée que je gagnais un avenir. Un vendredi soir, alors que je triais des dossiers de contrôle de la qualité, j'ai trouvé un dossier scellé portant la mention « confidentiel ». À l'intérieur se trouvaient des documents de transfert donnant la pleine propriété de l'atelier au mari de ma sœur, un homme qui sait à peine faire la différence entre l'acier et l'aluminium. Je me souviens d'être resté là, sous la lumière fluorescente bourdonnante, les mains noires d'huile de coupe, réalisant que je venais de perdre 10 ans de ma vie. J'ai démissionné le lendemain matin. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé, la voix tremblante au téléphone. Emily, notre plus gros client, Steelcore Dynamics, est sur le point de nous quitter. S'il te plaît, il faut que tu reviennes. J'ai pris une lente inspiration et j'ai répondu, stable et calme. Laissez l'air s'en charger. Avez-vous déjà été sous-estimée simplement parce que vous êtes une femme faisant un travail d'homme? Dites-moi d'où vous regardez. J'ai grandi dans le ronronnement des machines et l'odeur de l'huile de coupe, dans un monde qui ne dormait jamais vraiment. La zone industrielle près de la baie était un labyrinthe de béton, d'étincelles et d'hommes en combinaison tachée qui criaient par-dessus le rugissement des compresseurs. J'étais la seule femme à y travailler à plein temps. La seule à pouvoir changer une plaquette de carbure plus vite que la plupart des gars ne finissaient leur café. Lorsque j'arrivais, ils me regardaient fixement, mi-curieux, mi-douteux, comme s'ils attendaient le moment où j'abandonnerais et trouverais un emploi plus convenable. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté. J'ai appris tous les bruits de ces machines, toutes les vibrations du sol en béton, toutes les odeurs qui me disaient que quelque chose n'allait pas. L'atelier appartenait à notre famille depuis 3 générations. Mon grand-père l'a construit en 1970 avec une fraise CNC abîmée et un rêve qui sentait l'acier et la sueur. Elle a commencé par fabriquer des pièces de tracteurs pour les fermes locales, dormant sur un lit de camp dans le coin pendant ses premiers hivers parce qu'il n'avait pas les moyens de chauffer l'endroit. Quand j'étais petit, il me laissait m'asseoir sur ses genoux et appuyer sur le bouton vert de démarrage du cycle. Je me souviens encore du frisson ressenti lorsque le fuseau s'animait, de la façon dont le métal criait doucement lorsqu'il coupait, comme le battement de cœur de quelque chose de vivant. Lorsqu'il est décédé, mon père a pris la relève. Il n'était pas un rêveur comme grand-père, il était pratique, prudent, le genre d'homme qui mesure la valeur d'une heure de travail et des chiffres gagnés. Mais il aimait l'entreprise et je voulais qu'il en soit fier. Après le lycée, alors que ma sœur Claire est partie étudier le marketing et chercher des stages à Chicago, je me suis inscrit dans un institut technique. Je voulais apprendre à programmer des machines, à concevoir des gabarits et des fixations, à faire en sorte que le métal se comporte comme je le souhaitais. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je suis revenu directement à l'atelier, pensant gagner ma place à l'ancienne en arrivant plus tôt et en restant plus tard que les autres. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, nous disposions de 6 fraiseuses et de 3 tours. En l'espace d'une décennie, nous sommes passés à 10 fraiseuses et 5 tours, et avons conclu des contrats avec des fabricants d'appareils médicaux et des fournisseurs de l'industrie aérospatiale. Je faisais fonctionner les machines, je concevais les montages personnalisés, je m'occupais du contrôle de la qualité et je négociais directement avec les clients chaque fois qu'un dessin présentait des tolérances impossibles à respecter. Si une pièce devait être à 3 microns près, j'en étais responsable. Si un client envoyait un travail d'urgence le vendredi soir, c'est moi qui restais jusqu'à l'aube pour le terminer. Le travail était dur. Les machines étaient chaudes et bruyantes. Je peux encore sentir le mélange de liquide de refroidissement et d'huile qui s'accrochait à mes vêtements. Même après les avoir lavés. Mes mains étaient en permanence rugueuses à force d'ébavurer les arêtes tranchantes, mes ongles coupés courts car les ongles longs ne survivaient pas dans ce métier. J'ai appris à lire les machines à l'oreille. Un léger cliquetis signifiait que l'outil était émoussé. Un bourdonnement plus profond signifiait que la charge de la broche était trop élevée. Lorsque les autres n'arrivaient pas à comprendre pourquoi une pièce était ratée, je me tenais à côté de la fraise, j'écoutais pendant 10 secondes et je savais exactement quel décalage modifier. Ils appelaient cela de l'intuition. Moi, j'appelais cela de l'obsession. Certains soirs, je regardais l'horloge et réalisais qu'il était 2 heures du matin, tout le parc industriel étant plongé dans l'obscurité, à l'exception de la lueur des lampes au sodium de notre atelier. Parfois, je faisais une pause.
Je m'asseyais sur le quai de chargement et je regardais le brouillard s'élever de la baie. Mon reflet se reflétait dans les flaques d'huile sur le béton et je me disais, c'est ma vie. C'est le prix à payer pour construire quelque chose de durable. Les clients ont commencé à me demander par mon nom. Des ingénieurs de grandes entreprises ont envoyé leurs plans directement à emily@metalworks. L'un d'entre eux a même plaisanté en disant, si elle travaille, nous pouvons cesser de nous préoccuper des spécifications. Chaque compliment rendait les longues heures de travail plus légères. Chaque fois que mon père me disait, tu es l'avenir de cet endroit, petite, je le croyais. Il l'a dit si souvent que c'est devenu une promesse gravée dans ma poitrine. Je n'ai jamais demandé de salaire. Mes parents m'ont dit que l'argent était réinvesti, que je prenais des parts dans l'entreprise. Ils m'ont offert une chambre à l'étage, un dîner dans la maison familiale. Et m'ont dit que c'était suffisant pour l'instant. Un jour, tout cela sera à toi, Émilie, murmurait ma mère en me touchant l'épaule lorsque je rentrais à la maison couverte de crasse. Et je souriais parce que je la croyais. Je n'avais pas besoin de contrat, de titre ou de papier. J'avais la confiance. J'avais une famille. J'avais mes mains, les mêmes mains qui entraient autrefois dans les gants de mon grand-père, aujourd'hui calleuses et stables, façonnant le métal comme il me l'avait appris. Pendant 10 ans, j'ai donné à cet atelier tout ce que j'avais, chaque heure, chaque once d'énergie, chaque partie de moi qui pouvait encore bouger après le coucher du soleil. 80 heures par semaine, parfois plus. Les machines ne s'arrêtaient pas, et moi non plus. Je me réveillais avant l'aube, mon alarme sonnant à 4h30, et la première chose que je faisais était d'étirer mon dos, qui avait commencé à me faire mal avant même que je n'atteigne 30 ans. À 5 heures. J'étais déjà à l'atelier, les lumières s'allumant une à une, l'air froid imprégné de l'odeur de la poussière de métal. Je préparais les fraises à commande numérique, chargeais les programmes, calibrais les décalages, le temps que quelqu'un d'autre arrive. La première série était déjà terminée. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi je travaillais si dur, car tout le monde connaissait déjà la réponse, ou pensait la connaître. Tu le fais pour toi, disait mon père sur le ton de l'autorité patiente, il me transmettait la sagesse. Tu construis ton propre avenir. N'oublie pas, Émilie, que tout cela est pour toi. Ma mère hochait la tête à côté de lui, un doux sourire aux lèvres. Un jour, ma chérie, quand il sera à toi, tu seras reconnaissante d'avoir tenu bon. Alors je les ai crus. J'ai cru que les longues nuits, les dîners manqués, les anniversaires passés au magasin faisaient partie d'un plan plus vaste qui prendrait un jour tout son sens. La vérité, c'est que je n'avais pas de vie en dehors de ces murs. Mes amis ont cessé de m'inviter il y a des années, après avoir entendu trop souvent « je ne peux pas venir ». J'ai manqué des mariages, des fêtes, et même la fête prénatale de ma sœur. Quand je n'étais pas au magasin, je dormais, et quand je ne dormais pas, je pensais au magasin. La plupart du temps, je mangeais debout, généralement des restes froids posés sur un chariot à outils entre 2 cycles de travail. Mes mains étaient crevassées par le liquide de refroidissement et la poussière de métal. Mes cheveux, autrefois longs et brillants, étaient constamment roussis par les étincelles de soudure, inégaux là où ils avaient brûlé près des pointes. J'avais des cicatrices sur les avant-bras, dues à des copeaux chauds et à de petites brûlures qui ne guérissaient jamais tout à fait bien. Mes ongles étaient fendus et gris à cause de l'huile, mais je les portais comme des métaux. Certains jours, mon corps réclamait du repos. Le bas de mon dos palpitait comme un voyant lumineux que je n'éteignais jamais. Je m'appuyais un moment sur un établi, m'étirais jusqu'à ce que je sente les vertèbres bouger, puis je retournais charger du matériel. Je me disais que la douleur était la preuve que je gagnais quelque chose. Lorsque l'épuisement brouillait ma vision, je me rappelais, tu es l'avenir de cet endroit. C'est la phrase que mon père utilisait le plus souvent, et chaque fois qu'il la prononçait, c'était comme une promesse que je ne pouvais pas me permettre de rompre. Les vacances ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. Lorsque l'équipe prenait des congés, je la remplaçais. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans toi, a dit papa une fois, en plaisantant à moitié. J'ai souri, sans me rendre compte que c'était plus vrai que ce qu'il voulait dire. Lorsque j'ai finalement pris un week-end pour rendre visite à un vieil ami d'université. Je suis revenu pour trouver 2 travaux en retard et un désordre de parcours d'outils cassés. Mon père a secoué la tête. Tu vois ce qui se passe quand tu n'es pas là? À partir de ce moment-là, je ne suis plus jamais parti. Je me disais que c'était par loyauté. Au fond, c'était la peur que si je n'étais pas là, il trouverait un moyen de prouver qu'on n'a pas besoin de moi. L'amour a été une autre victime. J'ai essayé de sortir avec un ingénieur civil nommé Marc, rencontré par l'intermédiaire d'un fournisseur.
Il était gentil, patient et fasciné par ce que je faisais. Mais après quelques mois de dîners annulés et de week-ends reprogrammés, il a cessé d'appeler. Je ne lui en ai pas voulu. Je ne pouvais même pas lui promettre un vendredi soir sans que mon téléphone ne bourdonne d'un appel urgent du magasin. Une fois, je me souviens m'être tenue à l'extérieur, près du quai de chargement, le téléphone collé à l'oreille, l'air de la nuit traversant ma veste. Tandis que j'essayais de lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas venir. Tu dis toujours que tu as presque fini, a-t-il dit à voix basse. Mais ce n'est jamais le cas. Il avait raison. Je ne l'ai jamais été. L'atelier est devenu à la fois ma cage et ma cathédrale. Chaque fois que j'entendais le ronronnement régulier des machines, j'avais l'impression d'avoir un but. Chaque fois que j'essuyais la sueur de mon front et que je regardais les pièces finies briller sous les lumières, je ressentais de la fierté. Lorsque mes parents franchissaient la porte, souriant au rapport d'efficacité, cela ressemblait à une approbation, le genre d'approbation que j'avais passé toute ma vie à rechercher. Je pensais que si je travaillais suffisamment dur, si je devenais indispensable, ils ne me verraient pas seulement comme une fille, mais comme une égale. Il y avait pourtant de petits moments où le doute s'insinuait. Comme lorsque mon père a remis à ma sœur un chèque pour avoir aidé au marketing. Alors qu'elle n'avait pas mis les pieds dans le magasin depuis des années. Ou lorsque ma mère a dit, tu sais, Chad pourrait faire passer l'entreprise à un autre niveau une fois qu'il sera plus impliqué, et que mon estomac s'est serré, sans que je comprenne encore pourquoi. J'ai repoussé ces sentiments. La famille, c'est la famille. Je me suis dit qu'il fallait comparer. Le soir, lorsque je me couchais enfin, le corps endolori et les mains sentant encore légèrement l'aluminium, je fixais le plafond et imaginais l'avenir qu'on me promettait, mon nom sur le panneau à l'extérieur, mon équipe travaillant sous mes ordres, peut-être même un petit bureau avec des fenêtres. Cela suffisait à rendre la fatigue supportable. Je me disais que les gens comme moi n'avaient pas besoin de reconnaissance immédiate. Je croyais que le mérite, comme la gravité, finirait par équilibrer les choses. Mais cela n'a jamais été le cas. Avec le recul. Je pense que ma plus grande erreur n'a pas été de travailler trop dur. C'est d'avoir cru que l'équité se produirait d'elle-même, que l'amour et la loyauté conduiraient naturellement à la justice. Je pensais que si je devenais le meilleur, si je portais tous les fardeaux, si je faisais mes preuves sans conteste, il n'aurait d'autre choix que de me donner ce que j'avais mérité. Je me trompais. Dans une entreprise familiale, le mérite ne l'emporte pas toujours. Parfois, il est discrètement remplacé. Et parfois, vous ne vous rendez compte que vous avez été effacé que lorsqu'il est déjà trop tard. C'est vers 2020 que Chad Walker est entré dans ma vie, ou plutôt l'a envahi. Il est arrivé avec des chemises repassées, des chaussures cirées et l'assurance exercée de quelqu'un qui a lu plus de livres d'affaires qu'il n'a vécu de vraies journées dans une usine. Ma sœur Claire l'a amené à la maison pour dîner un soir. Sa voix rayonnant pratiquement lorsqu'elle l'a présenté. Chad vient de terminer son MBA à Northwestern. Il est brillant, Emily. Tu vas adorer la façon dont son esprit fonctionne. Brillant. Ce mot flottait dans l'air comme un mauvais parfum. C'était le même mot que les gens utilisaient lorsqu'ils n'avaient pas la preuve d'une réelle compétence. Je lui ai serré la main ce soir-là, de l'autre côté de la table, avec une poigne trop ferme et un sourire trop blanc. Alors, c'est toi l'ingénieur, a-t-il dit, comme si j'étais une nouveauté qu'il venait de découvrir. C'est impressionnant. Les femmes dans l'industrie, c'est rare. J'ai forcé un sourire. J'avais déjà entendu cette phrase, mais pas sur un ton aussi condescendant. Quelques mois plus tard, mes parents ont annoncé que Chad allait rejoindre l'entreprise familiale pour aider à moderniser les opérations. Il était censé être là pour numériser les processus, développer la marque et nouer de nouveaux partenariats. En réalité, il a passé sa première semaine à se promener avec son téléphone, à prendre des photos de machines qu'il ne comprenait pas, à les poster sur l'Instagram de l'entreprise avec des légendes comme l'innovation ne dort jamais ou une autre journée réussie chez Earth Metalwork. Les commentaires étaient surtout des bots, mais mes parents étaient ravis. Aux fiançailles, a dit ma mère, les yeux brillants. Il nous fait entrer dans l'ère moderne. Pendant ce temps, je rampais sous un tour CNC qui venait de se bloquer, couvert d'huile et de poussière de métal. Je me souviens l'avoir regardé de l'autre côté de l'atelier, moi avec des gants épais, la sueur coulant le long de mon cou, lui sirotant un café au lait à $10, défilant sur sa tablette, et j'ai réalisé à quel point le même mot « travail » pouvait avoir une signification différente. L'emploi du temps de Chad était généreux. Il se présentait vers 10h30, parfois 11h.
Une tasse de Starbucks dans une main et son casque Bluetooth dans l'autre. Il disait « Je viens d'avoir un appel avec un partenaire potentiel », même si son écran n'affichait rien d'autre que les résultats de SPN. Il restait quelques heures, disparaissait pour une réunion à l'heure du déjeuner et revenait vers 15 heures, généralement à temps pour rédiger un dernier message ou discuter avec des fournisseurs dont je m'étais déjà occupé. À 16h30, il était parti. Pourtant, contrairement à moi, Chad était payé 60 000 $ par an, me dit fièrement ma mère, comme si elle annonçait une promotion. Il apporte une véritable expertise commerciale, a-t-elle ajouté. Nous ne pouvons pas attendre de lui qu'il fasse du bénévolat comme vous le faites. Je l'ai regardé, abasourdi. J'avais travaillé 10 ans sans un seul chèque de paie, 10 ans à broyer du noir, à saigner, à rater des vacances. Et voilà qu'il coupait les chèques pour un homme qui ne savait même pas ce qu'était le code G. Lorsque Chad a reçu son camion de fonction, une Ford F-150 flambant neuve avec des détails personnalisés, je n'ai même pas fait semblant de sourire. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour rendre visite à ses clients, a dit papa en lui remettant les clés. Tu as toujours ton vieux pick-up, n'est-ce pas? J'ai regardé par la fenêtre ma Chevrolet rouillée, vieille de 20 ans, avec son pare-brise fissuré et les taches d'huile sur l'allée. Je n'ai pas répondu. À eu début, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'étais l'ingénieur. Il n'était que la figure de proue. Qu'il se déguise, qu'il se tienne devant les machines pour les photos et qu'il fasse semblant de connaître les limites de couple. Les clients savaient qui faisait réellement le travail. Je me suis convaincu que le travail parlerait de lui-même, mais lentement. J'ai commencé à voir quelque chose changer. Lors des réunions, mes parents ont commencé à se tourner vers lui en premier. Chad, qu'en penses-tu? Chad, tu pourrais peut-être t'occuper de la présentation du client. Je m'asseyais de l'autre côté de la table, couvert de petites coupures et de bleu dû à l'atelier, et je le regardais parler en rond avec des mots comme évolutivité, matrice d'efficacité, empreinte numérique, et il hochait la tête comme s'il parlait d'évangile. Parfois, il me jetait un coup d'œil au milieu d'une phrase, juste le temps d'afficher ce sourire poli et vide qui disait « Tu restes dans ta voie. » Un soir, nous fermions le magasin. Je venais de terminer une journée de 14 heures, à peaufiner un moule en titane qui devait être expédié le lendemain matin. Chad se tenait près du bureau d'accueil et parlait à Claire. J'ai entendu son rire, léger et condescendant. « Elle est le technicien, dit-elle. Mais Chad est le stratège. Mais Chad est le stratège. C'est ce qui fait vivre l'entreprise. » Cette phrase est plus profonde que n'importe quel éclat de métal. Le technicien, c'est lui le stratège. Comme si l'exécution n'avait pas de sens. Comme si des années de sueur et de cicatrices avaient moins de valeur que des diapositives PowerPoint et des mots à la mode. Ce n'était plus seulement du favoritisme. Il s'agissait de réécrire l'histoire en temps réel, de transformer mon travail en son héritage. J'y voyais des messages en ligne. Sous la direction de Chad, Metalworks entre dans une nouvelle ère d'innovation. Mes conceptions, mes constructions, mes clients sont tous marqués de son nom. Mon père rayonnait de fierté chaque fois que quelqu'un mentionnait Chad lors d'un événement de réseautage. Il a une vision, disait-il. Enfin, quelqu'un qui comprend les deux côtés de l'entreprise. Ag. Pendant ce temps, je dormais toujours dans la même chambre d'enfant au-dessus du garage. Je conduisais toujours un pick-up qui cliquetait chaque fois que je changeais de vitesse, j'attendais toujours la reconnaissance. Je me disais de l'ignorer, de continuer à travailler, de laisser les chiffres, le rendement, la qualité parler pour moi. Mais au fond de moi, une peur silencieuse commençait à grandir. Car j'avais déjà vu ce schéma, mais pas dans ma famille. Je l'avais vu à l'école de commerce, dans chaque usine, dans chaque réunion où j'étais la seule femme à table. Les orateurs s'élèvent tandis que les travailleurs s'effacent. Pendant des mois, je me suis tue, j'ai souri face à l'injustice et je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais chaque jour, Chad restait plus longtemps au bureau. Chaque réunion qu'il dirigeait, chaque décision que mes parents lui confiaient, faisait s'enfoncer une vérité plus profondément dans mes os. J'étais remplacée, non pas par quelqu'un de meilleur, mais par quelqu'un qui avait l'air de l'être. Et j'ai réalisé que ma plus grande menace n'était pas l'incompétence, mais le charme. Chad n'avait pas besoin de me surpasser. Il avait juste besoin de parler plus fort que moi. Et dans une famille où les mots ont plus de poids que la sueur, j'étais déjà en train de perdre. C'est arrivé par une de ces nuits qui se fondent dans toutes les autres, après minuit, le reste de la ville endormie, le magasin bourdonnant doucement comme une chose vivante. J'étais seule, comme d'habitude,
en train d'examiner les fichiers de contrôle de la qualité pour une commande de titane qui devait être livrée dans la matinée. Les pièces brillaient sous les lumières fluorescentes, parfaites au dernier micron, leur surface froide et tranchante. Je me souviens m'être frotté la nuque, les muscles tendus, l'odeur légère du liquide de refroidissement et de l'ozone flottant dans l'air. Mes mains étaient noircies par la graisse et l'encre de la paperasse. Mon cerveau en pilotage automatique après 14 heures d'affilée. Tout ce que je voulais, c'était terminer le travail et rentrer chez moi. J'ai ouvert le classeur pour vérifier les bons de commande, mais un dossier a glissé et est tombé par terre. Lorsque je me suis penché pour le ramasser, j'ai remarqué une enveloppe rouge à moitié cachée derrière une pile de vieux classeurs. En caractères gras et estampillés, elle portait la mention « confidentielle ». Ce n'était pas la mienne et je ne l'avais jamais vue auparavant. Quelque chose dans la façon dont elle était rangée m'a serré l'estomac. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, je me suis assis sur le bureau et j'ai hésité une seconde avant de glisser mon doigt sous le seau. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des pages de texte formels et des signatures qui, à première vue, n'avaient aucun sens. Les mots « transfert de propriété » étaient imprimés en haut, net et définitif. J'ai continué à lire, mes yeux se déplaçant de plus en plus vite à mesure que la compréhension commençait à poindre. Le nouveau propriétaire de At Metal Works était Chad Walker. Ni mon père, ni ma mère, ni moi. Mon nom n'apparaissait nulle part, sauf une fois dans une annexe intitulée « Liste des employés ». Le transfert avait été signé, notarié et daté 4 mois plus tôt. La signature de mon père. Celle de ma mère. L'encre avait l'air suffisamment fraîche pour sentir encore légèrement le toner. Ma gorge s'est asséchée. Ma poitrine s'est serrée comme si l'air s'était épaissi autour de moi. J'ai feuilleté les pages encore et encore, espérant avoir manqué quelque chose, peut-être une clause, un addendum, une simple ligne qui m'incluait. Il n'y avait rien. Le bourdonnement des machines en arrière-plan semblait s'estomper, remplacé par les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. Pendant des années, j'ai cru que je travaillais pour quelque chose de plus grand que moi. Que toutes les heures et tous les sacrifices étaient les briques d'une fondation dont j'hériterais un jour. Et maintenant, sur du papier blanc bon marché, j'étais en train d'être complètement effacé de cette histoire. J'ai regardé mes mains, tachées d'huile, marquées de cicatrices, le bout des doigts rugueux à cause d'une décennie de métal et de chaleur. Ce sont ces mains qui ont construit cet endroit. Chaque machine, chaque fixation, chaque gabarit personnalisé était passé par elles. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles ne comptaient pas. Mes parents avaient choisi un homme qui ne savait pas distinguer un forêt d'un alaisoir plutôt que leur propre fille. Ils avaient échangé l'expérience contre l'image, la sueur contre le charme, la substance contre le spectacle. Et la colère est arrivée rapidement, brute et brûlante. J'ai claqué le dossier. L'écho s'est fait entendre contre les murs de métal. Mais sous la colère se cachait quelque chose de pire, un chagrin profond et douloureux. Non pas pour la perte de l'entreprise, mais pour la prise de conscience que les personnes en qui j'avais le plus confiance ne m'avaient jamais vraiment vu. J'avais passé une décennie à faire mes preuves, et ce n'était toujours pas suffisant. J'y suis restée longtemps assise, fixant la lumière vacillante au-dessus du bureau, repassant chaque conversation, chaque année, l'avenir de cet endroit, qui m'a soudain semblé être un mensonge. Lorsque l'horloge a sonné 3 heures du matin, j'ai pris ma décision. J'en avais terminé. J'ai sorti un papier à en-tête de l'entreprise et j'ai commencé à écrire, le stylo tremblant dans ma main. À la direction de At Metal Works. Je démissionne immédiatement de mon poste. Bonne chance pour diriger cet endroit sans moi. J'ai signé simplement Emily Hart. Lorsque j'ai posé le stylo, un calme étrange s'est installé en moi. Le genre de calme qui survient juste après qu'une blessure ait cessé de saigner, quand la douleur est toujours là, mais plus silencieuse. J'ai plié la lettre proprement et je l'ai placée sur le bureau de mon père, juste à côté de la plaque en laiton sur laquelle on pouvait encore lire « Propriétaire ». Puis j'ai parcouru l'atelier une dernière fois, laissant traîner mes doigts le long des machines que j'avais entretenues comme de vieux amis. L'air sentait l'acier et la trahison. J'ai rassemblé quelques objets importants, mon carnet de réglage d'outils, une photo de grand-père et moi datant de mon premier jour à l'atelier, et ses gants de soudeur, raides avec l'âge mais toujours parfaitement ajustés. Et elle me les avait donnés lorsque j'ai eu 18 ans, en me disant « Ces gants permettent de fabriquer des choses qui durent. Ne les donnez jamais à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. » Je les ai glissés dans mon sac. Lorsque je suis sortie. L'aube commençait à peine à se lever sur la baie. L'air était vif, le ciel strié de gris et d'orange pâle.
Pour la première fois en 10 ans, je n'avais nulle part où aller. Le parking était vide, à l'exception de mon vieux pick-up, dont le capot était saupoudré de givre. Je suis monté à bord, j'ai tourné la clé et je suis resté assis un moment pendant que le moteur s'allumait en crachotant. Mon reflet dans le pare-brise semblait avoir plus de 32 ans, les yeux fatigués, le visage buriné, une décennie d'épuisement et de déception gravée dans chaque trait. En sortant du parking, je n'ai pas regardé en arrière. Les lumières de l'atelier brillaient derrière moi, un bourdonnement lointain s'estompant dans le silence. Les gants de mon grand-père reposaient sur le siège du passager, le cuir usé étant lisse à l'endroit où se trouvaient ses mains. J'ai posé les miens sur eux, en murmurant dans mon souffle, « Je suis désolé, grand-père. » J'ai essayé. Puis j'ai pris la route, laissant derrière moi le bâtiment qui m'avait semblé être ma maison, mais qui ressemblait désormais à une tombe. Pour la première fois, la route s'étendait devant moi, froide, incertaine, mais mienne. 8 jours se sont écoulés. 8 jours longs, calmes et désorientants. Les premiers jours, j'ai eu l'impression de me désintoxiquer d'une vie dont j'ignorais qu'elle m'avait empoisonné. Mon corps ne comprenait pas ce qu'il devait faire sans les vibrations constantes des machines ou l'odeur piquante du liquide de coupe dans l'air. Je me réveillais à 5 heures par habitude, je m'asseyais dans mon lit et je ressentais cette panique fugace d'être en retard, puis je me rappelais qu'il n'y avait nulle part où aller. Je m'installais dans le petit appartement de mon amie Mélissa, au-dessus de sa boulangerie. Elle n'a pas posé de questions, a simplement laissé du café sur le comptoir et m'a laissé respirer. Pour la première fois depuis 10 ans, je sentais autre chose que du métal. À 8e jour, j'avais presque cessé de consulter mon téléphone. Le silence de mes parents était plus fort que n'importe quel argument. Je me suis dit qu'ils ne tendraient pas la main, qu'ils reviendraient sur leur décision et qu'ils me donneraient raison. J'avais tort. Cet après-midi-là, alors que j'aidais Mélissa à porter les sacs de fleurs du camion de livraison, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais ma poitrine s'est serrée. Je me suis essuyé les mains et j'ai répondu, « Émilie ». La voix de mon père a fendu la ligne avant même que je puisse répondre. Ce n'était pas le ton régulier et autoritaire avec lequel j'avais grandi, c'était tendu, irrégulier. « Dieu merci, tu as décroché », je me suis figée. « Papa ?» C'est Steelcore Dynamics, a-t-il dit, ces mots se chevauchant. Ils menacent de résilier leur contrat. Chad s'est occupé de leur dernière commande, et apparemment, les spécifications ne sont pas bonnes. Ils disent que les pièces ne correspondent pas aux tolérances que vous aviez l'habitude d'utiliser. Ils ne signeront pas tant que quelqu'un ne l'aura pas réparé. Ma respiration s'est arrêtée. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. C'est 40% de nos revenus. Vous devez revenir. Pendant une seconde, mes vieux instincts ont repris le dessus. Je pouvais presque voir la machine dans ma tête, entendre la broche qui tournait mal, sentir la solution qui m'attendait du bout des doigts. J'avais envie de prendre mes clés, de me rendre directement à l'atelier et d'arranger les choses. C'est ce que j'ai toujours fait, nettoyer leurs dégâts. Faire fonctionner les choses. Mais je me suis souvenu de l'enveloppe rouge. Je me suis souvenu des signatures. Je me suis souvenu de mon nom sur la liste des employés, enterré sous l'homme qui avait pris tout ce que j'avais construit. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit calmement. Je ne travaille plus là-bas. Émilie. Papa a craqué, sa voix s'élevant sous l'effet de la panique. Il ne s'agit pas de cela pour l'instant. Nous avons besoin de toi. Chad a besoin de toi. Il essaie, mais il ne comprend pas l'aspect technique. Alors peut-être qu'il ne devrait pas être le propriétaire d'un atelier d'usinage, ai-je ajouté. Cette fois, ma voix n'a pas tremblé. Elle était calme, plate, définitive. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je l'ai entendu inspirer, comme s'il était sur le point d'argumenter, puis s'arrêter. Pour une fois, il n'avait pas de solution miracle, pas d'autorité sur laquelle s'appuyer. S'il vous plaît, a-t-il dit après un long silence. Nous sommes en train de nous noyer. J'ai regardé par la fenêtre le gris doux de la fin de l'hiver, l'odeur de levure et de cannelle venant d'en bas. J'ai été frappé par la différence de cet air, par la pureté de la respiration, sans huile ni trahison. Tu as fait ton choix, ai-je dit doucement. Laisse l'air s'en charger. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque l'imaginer debout dans le bureau, entouré de paperasses qu'il ne comprenait pas, Chad faisant les 100 pas à côté de lui, essayant de bluffer pour éviter un nouveau désastre. Comme il ne répondait pas, j'ai ajouté, bonne chance, papa.
puis j'ai raccroché. Pendant un moment, je suis resté là, le téléphone toujours dans ma main, mon cœur battant si fort qu'il me faisait mal. Non pas à cause de la peur cette fois, mais à cause de quelque chose de plus aigu, quelque chose qui ressemblait à de la puissance. J'ai retourné le téléphone sur le comptoir et j'ai expiré, réalisant que mes mains tremblaient. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je ne m'étais pas précipité pour réparer les choses. Je ne m'étais pas sacrifié pour le confort de quelqu'un d'autre. Pendant 10 ans, toutes mes limites avaient été brouillées par l'obligation et la culpabilité. Mais ce coup de fil, la supplication de mon père, le déclic silencieux de la fin sont devenus la limite que je ne franchirais plus jamais. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Je n'étais pas leur travail non rémunéré ou leur air invisible. J'étais juste Émilie. Et pour la première fois en 10 ans, cela m'a semblé suffisant. C'était un dimanche matin gris, le genre de dimanche où le ciel ressemble à du métal brossé et où l'air sent légèrement la pluie. Je m'étais arrêté au Miller S Dîner, un petit établissement au coin de Jefferson Avenue, le genre d'endroit où l'on sert encore du café dans des tasses ébréchées et où l'on diffuse de la musique country douce sur une vieille radio. Je me suis assis à ma place habituelle, près de la fenêtre, mangeant des œufs brouillés et des toasts, essayant de me convaincre que c'était à cela que ressemblait la paix, tranquille, banale, ordinaire. C'est alors que je les ai vus. J'ai d'abord cru que mes yeux me jouaient des tours, mais lorsque la porte s'est ouverte et que la cloche au-dessus a sonné, je me suis figé au milieu de ma bouchée. Mes parents sont entrés, suivis de près par Claire et Chad. Le visage de mon père était rouge, sa mâchoire serrée. Ma mère avait l'air nerveuse, les mains agrippées à la lanière de son sac à main. Claire avait cet air qu'elle arborait toujours lorsqu'elle voulait paraître calme, mais qu'elle avait du mal à tenir le coup. Chad, bien sûr, se tenait derrière eux, la chemise parfaitement repassée, un demi-sourire suffisant comme s'il entrait dans une réunion du conseil d'administration qu'il pensait avoir déjà gagné. Ils m'ont tout de suite repéré. Ma mère a hésité, chuchotant quelque chose à mon père, mais il l'a ignoré et s'est dirigé vers ma table. Le restaurant est devenu silencieux, les fourchettes s'arrêtant en plein vol. Les conversations s'estompant dans le bourdonnement des lumières fluorescentes. « Émilie, » dit mon père, debout au-dessus de moi, la voix lourde d'autorité. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai fini de mâcher, j'ai avalé et j'ai posé calmement ma fourchette. « De quoi ?» Sa voix s'est élevée. « À propos de ce comportement puéril. De ce que tu as fait. La famille a besoin de toi. » Je l'ai regardé, sincèrement confus. La famille ou l'entreprise ? Il a cligné des yeux, ne s'attendant pas à cette question. C'est la même chose, a-t-il dit fermement. C'est vrai ? J'ai demandé, en m'adossant à la cabine. Parce que je n'ai pas eu l'impression que c'était le cas lorsque vous avez tous aidé à votre gendre. Claire s'est avancée, les bras croisés. Monsieur ne rendait pas les choses plus importantes qu'elles ne le sont. Tu exagères les choses, Chad voulait juste t'aider. J'ai ri, d'un rire bref et sans humour. Aider ? C'est à lui. Claire. Tu appelles ça aider ? Chad a finalement pris la parole, glissant ses mains dans ses poches comme s'il avait attendu son signal. Personne ne dit que tu n'as pas contribué, Émilie, mais personne n'est irremplaçable. L'air du restaurant a semblé s'épaissir. J'ai levé les yeux vers lui, lentement, et je l'ai regardé dans les yeux. C'est vrai ? J'ai dit doucement. Alors peut-être pouvez-vous me dire ce qu'est un cumul de tolérance. Son expression confiante a vacillé. Excusez-moi. Vous m'avez entendu, dis-je, la voix posée. Ou peut-être pouvez-vous me dire quelle est la différence entre une commande G2 et une commande G3 ? Ou quel ratio de refroidissement vous utilisez pour le titane par rapport à l'aluminium 6061 ? Non. Je ne crois pas. Quelques personnes installées dans les cabines voisines avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Même la serveuse s'est arrêtée près de la cafetière. Je me suis légèrement penché en avant. Laissez-moi vous rappeler quelque chose, Chad. 93% des dessins CNC de cet atelier ont été rédigés par moi. 40% de vos revenus actuels proviennent de Steelcore Dynamics, un contrat que j'ai négocié. Chaque gabarit personnalisé, chaque pièce de précision que votre équipe utilise encore, a été construit de mes mains. Alors dites-moi à nouveau qui est remplaçable. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le visage de Chad rougissait,
sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il essayait de trouver des mots qui ne venaient pas. Mon père a claqué la main sur la table, faisant cliqueter les assiettes. Cela suffit. Nous ne sommes pas venus ici pour discuter de détails techniques. Nous sommes venus ici pour te ramener à la maison. J'ai regardé la main sur la table. Les veines qui battaient sous sa peau, puis j'ai levé les yeux vers lui avec un calme que je ne ressentais pas tout à fait. Rentrer à la maison ? J'ai répété. J'ai cessé d'être chez moi au moment où tu as confié l'œuvre de ma vie à quelqu'un qui ne sait même pas comment démarrer un fuseau. Et la voix de ma mère est venue ensuite, douce et tremblante. Émilie, je t'en prie, ton père a raison. Tu as toujours été forte, tu peux construire quelque chose n'importe où, mais Chad a besoin de cette opportunité. Il a besoin de stabilité. Oh, ces mots ont atterri comme un coup de poing dans la poitrine. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Il a besoin de stabilité ? J'ai dit calmement. Maman, j'ai passé 10 ans à tenir cet endroit pendant que tout le monde prenait des vacances et touchait des primes. Je me suis épuisée, et tu me dis qu'il en a plus besoin que moi ? Elle a baissé les yeux, incapable de les croiser. Claire a tendu la main, d'un ton faussement doux. M. Tu ne peux pas rester en colère pour toujours. Les affaires. Tu es brillante dans ce que tu fais, tu retomberas sur tes pieds. M. Je me suis levée, lentement, le cuir de la cabine grinçant sous moi. Vous avez raison, ai-je dit. Je le ferai. Et pendant un moment, ils sont restés tous les quatre là, à me regarder, attendant peut-être que je m'excuse, que je cède, que je redevienne la fille sur laquelle on peut compter. Mais j'avais fini. J'ai ramassé mon sac, posé quelques billets sur la table pour la moitié non consommée de mon petit déjeuner, et je me suis tournée pour partir. En passant devant eux, je me suis arrêtée une seconde à côté de ma mère. Tu as dit qu'il avait besoin d'une chance, ai-je dit à voix basse. Eh bien, je t'ai donné 10 ans de ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de m'en aller. J'ai évité. J'ai poussé la porte du restaurant, la sonnette retentissant derrière moi. L'air extérieur était froid et pur, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie plus légère. Derrière moi, j'ai entendu la voix de mon père, étouffée à travers la vitre, qui m'appelait par mon nom. Je ne me suis pas retournée. Les fenêtres du restaurant reflétaient les 4 personnes qui se tenaient ensemble, confuses, en colère et petites. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur permission pour partir. Et la route à suivre était incertaine, mais c'était la mienne. Le lendemain matin, je savais ce que je devais faire. Le carnet de cuir était plus qu'une nostalgie, c'était une clé. Mais si je voulais la justice, les sentiments ne suffiraient pas. J'avais besoin de preuves, d'une structure et de quelqu'un qui puisse transformer les mots de mon grand-père en une arme assez tranchante pour couper le papier juridique. C'est alors que j'ai appelé Lena Mendoza. Lena et moi avions fréquenté le même collège technique il y a des années. Alors que je m'étais orientée vers l'ingénierie mécanique, elle avait changé de cap, terminé ses études de droit et ouvert son propre petit cabinet à Milwaukee, spécialisé dans les litiges commerciaux. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais lorsqu'elle a décroché le téléphone, sa voix était toujours aussi vive et assurée, avec un soupçon de chaleur qui se cachait sous l'acier professionnel. Emily Hart, dit-elle. Cela fait 10 ans. Que se passe-t-il ? Affaire de famille, ai-je répondu sèchement. Littéralement. Quand je lui ai tout raconté, les années non payées, la trahison, l'enveloppe rouge, les papiers de transfert, enfin, le journal de mon grand-père, elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Lorsque j'ai terminé, il y a eu une pause. Envoyez-moi tout, a-t-elle dit, et Émilie, ne leur parlez plus jamais sans moi. 2 jours plus tard, je me suis rendue à son bureau. L'endroit était modeste, pas de sol en marbre ni de réceptionniste. Juste des étagères empilées avec des classeurs et un diplôme encadré sur le mur. Lena était à son bureau, les cheveux attachés, des lunettes posées sur son nez tandis qu'elle feuilletait les documents que j'avais envoyés. Lorsqu'elle a enfin levé les yeux, ceux-ci étaient brillants. D'accord, dit-elle en tapotant le dossier avec son stylo. Nous pouvons le faire, mais nous devons être intelligents. Nous devons prouver 3 choses. Premièrement, vous êtes l'épine dorsale technique de l'entreprise. Deuxièmement, que le transfert de tes parents à Chad viole l'intention du fondateur de ton grand-père. Et 3. Elle marque une pause, un petit sourire se dessine.
que votre cher beau-frère n'est pas seulement non qualifié, mais qu'il est possible qu'il commette des malversations financières. J'ai expiré. Le dernier point ne devrait pas être trop difficile. Les semaines qui ont suivi sont devenues floues. Je suis devenu un détective dans ma propre vie. Reconstituant la piste des preuves enfouies sous des années de loyauté. Chaque soir, je m'asseyais à la table de ma cuisine, entouré de piles de documents, de carnets tachés de café et d'une clé USB remplie de données de l'entreprise que j'avais sauvegardée avant de démissionner. Et la première preuve était facile à trouver, mes antécédents. J'ai parcouru des centaines de mails de clients, chacun d'entre eux étant une empreinte horodatée de ma contribution. L'un d'eux émanait d'un ingénieur spécialisé dans les noyaux d'acier. La précision d'Émilie a sauvé notre projet. La précision d'Émilie a sauvé notre projet. Et si elle n'avait pas détecté le défaut d'alignement, nous aurions perdu tout le lot de prototypes. Un autre d'Aérodynamique Corporation. Émilie, vos corrections de tolérance sont la raison pour laquelle nous avons renouvelé ce contrat. Puis sont venus les chiffres. À l'aide de feuilles de calcul que j'avais élaborées il y a plusieurs années, j'ai établi un graphique de la croissance de l'entreprise pendant mon mandat. En 10 ans, sous ma direction technique, le chiffre d'affaires avait augmenté de 180%, soit à peine 30%. Les données étaient plus éloquentes que toutes les défenses que mes parents auraient pu inventer. Mais ce qui a scellé le schéma, ce n'est pas ma réussite, c'est l'échec de Chad. Un soir, Lena m'a appelé après avoir examiné certains états financiers que j'avais trouvés sur un vieux disque dur de l'entreprise. « Émilie, dit-elle d'un ton presque amusé, ton beau-frère pourrait bien nous confier cette affaire lui-même. L'historique des cartes de crédit de la société ressemblait à une parodie. Des milliers de dollars pour des divertissements organisés par des clients qui, par coïncidence, correspondaient aux dates des matchs des Packers. Une dépense de 3000 $ pour des dîners de réseautage à Miami au cours d'une semaine où il n'y avait pas de conférence commerciale. Et mon préféré. Un système de home cinéma de 5000 $ étiqueté comme équipement de bureau, expédié directement à l'adresse de Chad. Lorsque Lena a vu la liste, elle a secoué la tête. Vous ne pouvez pas l'inventer. C'est une violation d'audit ambulante. Pourtant, elle en voulait plus. Nous aurons besoin de déclarations de témoins internes, de personnes qui ont travaillé sous vos ordres. Des points bonus s'ils l'ont vu faire des conneries de première main. C'est alors que j'ai appelé David Klein, l'un des plus anciens machinistes travaillant encore à l'atelier. Il a commencé sous la direction de mon grand-père à la fin des années 80 et est resté assez longtemps pour voir toutes les époques de l'entreprise, l'expansion, la modernisation, maintenant, la décadence. Lorsque je l'ai rencontré dans un petit café du centre-ville, il avait l'air plus âgé mais tout aussi solide, les canettes, la barbe grise et le genre d'honnêteté tranquille qui ne vieillit jamais. J'ai appris ce qui s'est passé, dit-il en secouant la tête. Ton grand-père en serait malade. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti un vieux dossier. J'ai nettoyé mon garage. J'ai trouvé ces contrats que ton grand-père a rédigés lui-même. Regarde le langage. Voyez comment, au fil des ans, il a commencé à ajouter des mots comme partage de l'équipe, propriété collaborative, équité collective. Il se dirigeait vers l'équité. Émilie, j'ai feuilleté les documents, sentant ma gorge se serrer. Il le pensait vraiment, ai-je murmuré. David a hoché la tête. Il le disait tout le temps. Émilie a mes mains et mon cœur. Elle portera la boutique un jour. Je ne l'ai jamais oublié. Lorsque j'ai rapporté le dossier à Lena, elle a souri pour la première fois depuis le début. C'est de l'or, a-t-elle dit en brandissant la page où figuraient les clauses du contrat de grand-père en constante évolution. L'intention du fondateur, la progression documentée, le témoignage direct de quelqu'un qui a travaillé à ses côtés. Combiné au journal de ton grand-père, c'est inattaquable. Je les regardais fixement, l'incrédulité et le soulagement se disputant l'espace dans ma poitrine. Nous en avons donc assez. Lena a refermé le dossier et s'est adossée à sa chaise, l'expression ferme. Nous en avons plus qu'assez. Les preuves techniques prouvent votre contribution. Les documents financiers enterrent le Tchad, et les paroles de ton grand-père nous donnent une gravité morale que le tribunal respectera. Elle marqua une pause, puis sourit faiblement. Reposez-vous, Émilie. Parce que la prochaine fois que vous entrerez dans ce bâtiment, ce ne sera pas en tant qu'employée, mais en tant qu'héritière légitime de son âme. Pour la première fois depuis des mois. J'ai dormi toute la nuit. Et quand je me suis réveillée, je ne me suis plus sentie petite ou effacée.
Je me sentais prête. Le palais de justice de Green Bay était un grand bâtiment gris qui semblait n'avoir jamais connu la chaleur. Les marches résonnaient sous mes bottes pendant que je les gravissais, mon pouls était régulier mais mon estomac tendu. À l'intérieur, tout sentait légèrement le café et le papier, stérile, formel, inflexible. J'ai aperçu Lena au bout du couloir, élégante dans un tailleur bleu marine, en train de feuilleter nos dossiers avec une précision calme. Elle a levé les yeux, m'a vu et m'a fait un bref signe de tête. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Aussi près que je le serai jamais. Elle sourit légèrement. Elle sourit légèrement. Parce qu'aujourd'hui, vous cessez d'être le travailleur invisible. Aujourd'hui, ils doivent enfin te regarder. Fin de la fragilité. La salle d'audience était bondée, la presse locale, quelques anciens clients. Et même d'anciens employés qui avaient entendu parler de l'affaire. Mes parents étaient assis à la table de l'accusé, à côté de Chad, qui portait un costume gris coûteux et arborait l'expression suffisante d'un homme convaincu qu'il pouvait se sortir de n'importe quelle situation. Ma mère a refusé de croiser mon regard. Mon père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Le juge Harris entra, un homme d'une soixantaine d'années aux yeux vifs et à la posture de quelqu'un qui a vu tous les types de bêtises humaines. Lorsqu'il prend la parole, sa voix porte comme du fer. Affaire numéro 24 à 315, Hatt contre Walker. Commençons. Lena Rose commença. Sa voix était ferme, nette et délibérée. Votre honneur ? Cette affaire n'est pas une question d'héritage. C'est une question d'intégrité. Il s'agit d'une femme qui a donné 10 ans de sa vie à une entreprise construite par son grand-père pour ensuite être rayée de son avenir. Nous montrerons qu'Emily Hart était le noyau technique et opérationnel de Hart Metal Works, que le transfert de propriété à Chad Walker a violé l'intention documentée du fondateur, et que M. Walker est inapte à diriger l'entreprise en raison de son incompétence et de sa mauvaise conduite financière. Puis elle a commencé la présentation. Elle a projeté la première pièce à l'écran, une page du carnet de cuir de mon grand-père, à l'écriture élégante et ferme. Celui qui construit avec ses mains et son esprit possède une partie de l'âme de l'atelier. La salle d'audience est restée silencieuse pendant que ces mots flottaient dans l'air. Viennent ensuite les photographies, mes 12 ans en train de souder sous la supervision de mon grand-père. Les rangées de machines que j'ai étalonnées, les courriels de remerciement des clients louant ma précision, puis les feuilles de calcul montrant 10 ans de données reflétant la croissance de 180% de l'entreprise pendant que je dirigeais les opérations techniques. Enfin, les états financiers, chacun avec des charges surlignées. Les billets de Packer, une retraite d'affaires à Miami, un système de home cinéma de $5000 étiqueté comme équipement de bureau. Le public a murmuré lorsque Lena dit doucement. Toutes ces dépenses ont été imputées au fond de l'entreprise. Lorsque mon tour est venu, elle m'a appelé à la barre. Mes paumes étaient froides, mais ma voix était ferme. J'ai décrit ce à quoi avait ressemblé la dernière décennie, des semaines de 80 heures, des brûlures d'huile, des nuits sans sommeil, à réparer des machines que d'autres ne pouvaient pas réparer. Je pensais que j'investissais dans mon avenir, ai-je dit à voix basse. Mes parents m'ont dit que je travaillais pour quelque chose qui m'appartiendrait un jour. Je ne me rendais pas compte que je construisais un trône pour quelqu'un d'autre. Puis vint le tour de Chad. Il se pavane à la barre des témoins, exhibant son sourire habituel à la salle. Son avocat, un homme de Milwaukee à la cravate impeccable et à la voix douce, commence. Monsieur Walker, pourriez-vous expliquer votre rôle chez Hatt Metal Works ? Chad redresse les épaules. J'ai modernisé le marketing de l'entreprise, introduit la stratégie numérique et nous ai fait entrer dans le 21e siècle. Avant moi, il n'y avait pas de présence en ligne, pas de communication. Lena se lève. Contre-interrogatoire, votre honneur ? Le juge Harris acquiesce. Poursuivez. Monsieur Walker, dit-elle, vous prétendez avoir modernisé les opérations. Pourriez-vous citer 3 clients que vous avez personnellement fait entrer dans l'entreprise pendant votre mandat ? Chad a cligné des yeux. Eh bien, c'est ce que je faisais. Je construisais des relations. Ces choses-là prennent du temps. Des noms, insiste Lena. Et elle hésite. Il faudrait que je vérifie les dossiers. Lena incline la tête. Alors, pour mémoire, pouvez-vous décrire le processus de configuration d'une usine à commande numérique pour une commande de titane de précision ? Une pause. Ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Je délègue cela aux opérateurs.
Le ton de Lina ne change pas et pourtant, vous êtes l'unique propriétaire d'une entreprise d'usinage, n'est-ce pas? Il se déplaça sur son siège. Oui, mais je m'occupe de la situation dans son ensemble. La direction n'a rien à voir avec, l'interrompt-elle. Quel était le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise au dernier trimestre? Il fronce les sourcils. Eh bien, encore une fois, j'ai besoin de confirmer. Donc, vous ne connaissez pas la réponse? Pas du tout. Lina se tourne vers le juge. Votre honneur, cet homme est incapable de nommer un seul client, de décrire le processus de fabrication du produit de son entreprise et d'identifier les indicateurs financiers de base. Pourtant, il prétend diriger cette entreprise. Elle fait à nouveau face à Chad, la voix comme de la glace. Monsieur Walker, une entreprise ne peut pas être dirigée par quelqu'un qui ne comprend pas comment elle fonctionne. La salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception du faible grincement du stylo du juge qui prenait des notes. Lorsque Lena s'est assise, j'ai vu le moindre signe de panique sur le visage de mon père. Ma mère lui a tendu la main, mais il s'est éloigné. Pour la première fois, il semblait incertain, pas en colère, pas sur la défensive, juste petit point après une brève suspension d'audience, le juge Harris s'est tourné vers moi. Madame Hart, avant que je ne rende ma décision, aimeriez-vous faire une dernière déclaration? Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais pas ma voix. Votre honneur, je ne suis pas ici pour réclamer des biens. Je suis ici pour réclamer la vérité. Mon grand-père croyait que le travail donne de la dignité aux gens, que ce que vous construisez avec vos mains et votre cœur vous appartient, au moins en esprit. Je n'ai pas besoin de l'entreprise. Je n'ai pas besoin du nom. Je veux juste que son intention soit honorée. Je veux empêcher des hommes comme Chad de transformer un travail honnête en profit pour quelqu'un d'autre. Pendant un long moment, le juge ne dit rien. Il a baissé les yeux sur le cahier qu'il avait devant lui, puis il m'a regardé. Merci, mademoiselle Hart. Quand je me suis rassise, Lena a murmuré, c'était parfait. Oh, et lorsque le marteau a frappé, signalant que le jugement serait rendu dans 3 jours, j'ai réalisé quelque chose de profond. Que je gagne ou que je perde, j'avais déjà fait ce que mon grand-père voulait que je fasse. J'avais tenu bon. Les 2 mains solides et le cœur inébranlable. 3 jours plus tard, je me tenais à nouveau dans cette salle d'audience froide, mes paumes humides mais mon cœur ferme. L'air semblait plus lourd qu'avant, cette sorte de calme suspendu qui précède tout ce qui est irréversible. Mes parents étaient assis quelques rangs plus loin, la clarté à leur côté, les bras croisés, les yeux rouges comme si elles n'avaient pas dormi. Chad regardait droit devant lui, la mâchoire crispée, son arrogance enfin fissurée. Lorsque le juge Harris est entré, tout le monde s'est levé. Et elle s'installa dans son fauteuil, ajusta ses lunettes et jeta un coup d'œil sur l'épaisse pile de dossiers devant lui, le carnet de mon grand-père, les classeurs de preuves de Lena, les registres de la société, les photographies. Et sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était basse mais traversa la pièce comme un verdict gravé dans la pierre. J'ai examiné toutes les preuves et tous les témoignages présentés dans cette affaire. Commence-t-il? Cette affaire ne concerne pas seulement une transaction commerciale, mais la question de l'héritage et des responsabilités qui en découlent. Il marqua une pause, balayant la salle d'audience du regard avant de poursuivre. Le défunt fondateur de Hart Metal Works, M. Robert Hart, a laissé derrière lui des philosophies écrites claires qui reflètent sa conviction que la propriété doit s'aligner sur le travail et la contribution. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un testament légal formel, ces journaux et les témoignages corroborants d'employés de longue date établissent clairement l'intention du fondateur. J'ai retenu mon souffle. En outre, la plaignante, Emily Hart, a fourni des preuves irréfutables démontrant qu'elle a été le principal moteur technique et opérationnel de l'entreprise au cours de la dernière décennie. Les témoignages et la correspondance des clients confirment qu'environ 93% des produits et des opérations ont été directement supervisés ou conçus par elle. Les données statistiques montrent une croissance significative au cours de son mandat. Il déplace son regard vers Chad. À l'inverse, les preuves indiquent que l'accusé, M. Chad Walker, s'est rendu coupable de malversation financière et n'avait ni les qualifications ni les connaissances techniques requises pour gérer cette entreprise. L'utilisation abusive des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles compromet encore plus son aptitude à être propriétaire. Mon estomac s'est serré tandis que je voyais Chad s'effondrer dans son attitude confiante. C'est pourquoi le juge a dit,
chaque mot étant délibéré. Le tribunal estime que le transfert de propriété à Monsieur Walker n'est pas valable. Le plan de succession est par la présente annulé car incompatible avec l'intention du fondateur et inéquitable pour le contributeur principal. Oh, une onde a traversé la salle d'audience, un léger souffle de quelqu'un derrière moi, le bruit d'un stylo qui tombe. Mais le juge n'avait pas terminé point toutefois, a-t-il poursuivi, compte tenu de l'état actuel de l'entreprise At-Metal-Works, notamment l'arrêt de l'exploitation, la perte de clients importants et les dettes en souffrance, le tribunal ordonne que l'entreprise soit évaluée, liquidée et vendue. Une fois les dettes payées et les fonds de l'entreprise mal utilisés remboursés par Monsieur Walker, le produit restant sera divisé en parts égales entre les deux enfants biologiques des fondateurs, Madame Emily Hart et Madame Claire Hart. Elle m'a regardé directement. Ce tribunal reconnaît votre contribution incommensurable et l'intention de votre grand-père d'honorer votre travail. Mais il reconnaît aussi que l'entreprise, telle qu'elle est, ne peut pas se rétablir. Ce qui reste vous permettra de prendre un nouveau départ. Il a frappé le marteau une fois, fermement, définitivement, en écho. La séance est levée. Oui. Le son ressemblait à la fois à une fin et à une rupture nette. Pendant un long moment, personne ne bougea. Mon père fixait la table, ses mains tremblant légèrement. Le visage de ma mère était pâle, vide, plus en colère, juste creux. Claire s'est penchée vers son mari, murmurant quelque chose de vif qui l'a fait tressaillir. Lena expira à côté de moi, rassemblant ses papiers, mais son regard s'adoucit lorsqu'elle se tourna vers moi. Tu as gagné, dit-elle à voix basse. J'ai hoché la tête, mais les mots ne ressemblaient pas à une victoire. Je sais. Dehors. La lumière de l'après-midi était froide et brillante sur les marches du palais de justice. Je suis restée là un moment, la laissant frapper mon visage, laissant le bruit du monde remplacer le silence du jugement. Des journalistes se sont attardés près du trottoir, murmurant, mais personne ne s'est approché. Je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas le genre d'histoire qui se terminait par une célébration. 2 mois plus tard, après la vente de l'entreprise et les déductions pour dettes et dédommagements, j'ai reçu le chiffre final, 63 000 $. Il m'est parvenu par dépôt direct, accompagné d'un courriel d'une ligne de la part de Lena. Le règlement est terminé. Félicitations, Emily. J'ai regardé le chiffre pendant un long moment. Ce n'était pas la fortune, mais c'était la liberté. Assez pour respirer, pour recommencer. Assez pour construire quelque chose de petit et cette fois-ci à moi seule. Mais il n'y avait pas de joie. Pas vraiment. Juste une longue expiration silencieuse. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement, avec une seule lampe allumée, et j'ai rouvert le carnet de mon grand-père. Les pages étaient maculées par mes doigts, les bords étaient doux. J'ai passé ma main sur son écriture, ces mots résonnant encore dans mon esprit. Celui qui construit avec ses mains et son esprit possède une partie de son âme. J'ai murmuré dans le silence, c'est moi qui l'ai construit, grand-père. C'est juste que je n'ai pas pu la garder. Le lendemain matin, Lena a appelé. Tu vas bien, m'a-t-elle demandé. Je pense que oui, ai-je répondu après une pause. J'ai gagné le procès, mais j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de plus important. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Tu ne l'as pas perdu, dit-elle finalement. Tu l'as dépassé. Après avoir raccroché, je suis passée une dernière fois devant l'ancienne usine. L'enseigne avait déjà été enlevée, les fenêtres étaient vides. Le quai de chargement verrouillé. Ce n'était plus le royaume que j'avais imaginé, mais un simple bâtiment d'acier et de béton. Les fantômes étaient partis, et moi aussi. Alors que je m'éloignais, l'horizon s'est ouvert devant moi, large et net. Et même si la douleur était toujours là, cet espace vide où se trouvait ma famille, j'ai senti quelque chose d'autre s'élever à sa place. Ni vengeance, ni triomphe, juste de la clarté. Je ne m'étais pas battu pour la propriété. Je m'étais battu pour la vérité, pour le droit de me tenir à côté de la mémoire de mon père et de dire, j'ai tenu ma part de la promesse. Et peut-être que c'était suffisant. 6 mois après le verdict, la poussière de tout ce que j'avais perdu avait enfin commencé à se dissiper, à partir de là, quelque chose de nouveau a commencé à prendre forme. J'ai signé un bail à court terme pour un petit local industriel à Ashwaubenon, juste à l'extérieur de Green Bay. Il n'y avait pas grand-chose à voir, un sol en béton nu. Une porte roulante fissurée et des murs qui sentaient encore légèrement l'huile de moteur,
mais lorsque je me suis trouvé au milieu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Avec une partie de l'argent du règlement, j'ai acheté 2 fraises CNC d'occasion, un tour et une petite soudeuse tige. Des machines que d'autres qualifient de dépassées, mais qui, pour moi, sont familières, loyales, presque vivantes. J'ai peint les murs en gris terne, remplacé les lumières vacillantes et accroché une nouvelle enseigne près de la porte, @Steelcore. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires. C'était de la récupération. Je n'essayais pas de ressusciter l'entreprise de mon grand-père, je voulais honorer son âme. Les premières semaines, il n'y avait que moi, le ronronnement des machines et l'odeur de l'huile de coupe. Je travaillais encore de longues heures, mais cette fois, chaque bruit de broche, chaque étincelle, chaque vibration était synonyme de liberté, et non de servitude. Un matin, mon téléphone a sonné. Le numéro m'était familier, mais j'ai mis une seconde à le croire. Emily, c'est Wayne de Steelcore Dynamics. J'ai failli laisser tomber ma clé à molette. Steelcore, le même client que mon père m'avait supplié de sauver. Nous avons appris que vous aviez ouvert votre propre magasin, dit Wayne. Nous avons eu des problèmes de qualité avec le nouveau fournisseur. Nous aimerions que vous repreniez la production. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Le souvenir de ce premier appel, la voix de mon père tremblant de panique, m'est revenu en mémoire. Mais cette fois, c'était mon téléphone qui sonnait. Ils avaient besoin de mon magasin. Je serais heureux de le faire, ai-je dit, d'une voix calme et posée. Envoyez-moi les spécifications. Ce contrat est devenu ma bouée de sauvetage. Puis les commandes ont continué à affluer, d'un client à l'autre. En l'espace de quelques mois, les machines tournaient à nouveau à plein régime. Lorsque j'ai embauché mon premier employé, ce n'était même pas une décision, c'était un instinct. Caroline, mon ancienne responsable du contrôle de la qualité, est entrée dans l'atelier un matin, les cheveux attachés, des lunettes de protection accrochées au cou. J'ai entendu parler de votre embauche, dit-elle en souriant. Et j'en ai assez de réparer les erreurs des autres. J'ai ri. Bienvenue à la maison. Avec le retour de Caroline, tout s'est mis en place. Son sens du détail correspondait au mien, sa présence comblait les vides dont je ne m'étais pas rendu compte. Ensemble, nous avons reconstruit à partir de rien, en resserrant les tolérances, en remportant des contrats, en gagnant la confiance de la seule manière que je connaissais. En me présentant et en faisant le travail correctement. Dès le 6e mois, nous étions rentables. Au 8e, nous avions plus de commandes que nous ne pouvions en traiter. Le son du métal coupant le métal, autrefois symbole d'épuisement, était devenu de la musique. Un an plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un certain Andrew Harland, le nouveau propriétaire de l'ancienne propriété de Art Metal Works. Nous sommes en train de liquider les équipements restants, m'a-t-il dit. J'ai entendu dire que vous aviez travaillé ici. J'ai pensé que vous voudriez être le premier à choisir avant que nous ne mettions tout à la ferraille. Un étrange malaise s'est installé dans ma poitrine. Je passerai, lui ai-je dit. Le bâtiment n'avait plus la même allure lorsque je m'y suis arrêté, vide, creusé. La grande enseigne avait été enlevée, les bureaux dépouillés. La poussière flottait dans d'épais faisceaux de lumière qui s'échappaient des hautes fenêtres. Des rangées de machines se tenaient tranquilles. Comme de vieux soldats attendant d'être mis au repos. Andrew m'a fait traverser l'étage en me montrant ce qu'il restait. La plupart de ces machines sont obsolètes, dit-il. Nous allons probablement les vendre aux enchères. Mais il y a une vieille machine à commande numérique dans le coin arrière, celle de votre grand-père, je crois. Nous allions la mettre à la casse. Elle fonctionne à peine. Quand je l'ai vue, je me suis figé. Elle était là. La première machine que mon grand-père avait achetée. Celle sur laquelle j'avais appris à l'âge de 12 ans, debout sur une caisse pour atteindre les commandes. Son châssis était rayé, la peinture écaillée, les boutons ternis par des décennies de contact. Andrew a haussé les épaules. Il ne vaut rien en termes de production. Mais si vous le voulez, vous pouvez le prendre. Réfléchissez-y. De retour chez moi, j'ai passé mes doigts sur le métal froid, sentant les légères rainures où les mains de mon grand-père s'étaient posées. Je le prends, ai-je dit à voix basse. Il m'a fallu 2 semaines de longues nuits pour restaurer cette machine. J'ai remplacé les roulements, recalibré les moteurs d'entraînement et poli chaque centimètre jusqu'à ce qu'elle brille à nouveau. Je ne l'ai pas fait pour le rendement, elle était trop lente pour le travail moderne, mais parce qu'elle méritait de vivre,
Parce qu'il méritait de vivre à travers elle. Lorsque je l'ai enfin mis sous tension, l'écran a clignoté, le moteur a ronronné et j'ai juré que je pouvais presque entendre la voix de mon grand-père. Écoute le rythme, Émilie. La machine te dit toujours ce dont elle a besoin. J'ai placé le vieux moulin dans le coin le plus lumineux de mon nouvel atelier, là où la lumière du matin l'atteignait en premier. C'est devenu mon coin préféré, l'âme de l'endroit. Un après-midi, David, le machiniste à la retraite qui avait témoigné pour moi, est passé. Il est resté silencieux pendant un long moment, les yeux traçant la forme familière de la machine. Puis il s'est approché, a posé sa main usée sur le châssis et a souri. Ton grand-père serait fier de toi, a-t-il dit doucement. J'ai acquiescé, ravalant la boule dans ma gorge. Je n'ai plus besoin qu'il l'admette, ai-je dit. J'ai mon propre magasin maintenant, et il porte toujours son nom. Il a souri, les yeux embués. C'est comme ça que fonctionne l'héritage, petit. On n'en hérite pas. On le reconstruit. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai éteint les lumières, ne laissant que la lueur du vieux moulin à commande numérique dans le coin. Le ronronnement de son moteur remplissait le silence comme un battement de cœur. J'ai fermé les yeux, laissant la chaleur s'installer en moi. L'équité ne vient pas toujours de ceux qui partagent votre sang. Parfois, elle est forgée de vos propres mains lorsque vous réclamez enfin ce que vous méritez. Construisez votre propre table. Et quand vous l'aurez fait, ouvrez-la à ceux qui sont restés à l'écart. Avez-vous déjà été négligé ou rejeté dans votre propre famille ou dans votre propre travail simplement parce qu'on ne vous croyait pas capable de le faire? Dites-moi d'où vous regardez.